Alors c'est une table ronde avec beaucoup de monde qui va être animée par le formidable Jérôme Gomez, qui est le patron de la région Sud. Et donc j'ai appris que la France bouge très vite et que donc la région Sud, ça commence en Alsace. Donc voilà, enfin, les choses avancent. Moi, j'ai pas le temps de suivre ce qui se passe dans ce pays. C'est vraiment... Voilà. Mais voilà, en tout cas, je vais te laisser prendre la main et peut-être faire venir les gens. Enfin voilà, fais comme tu le sens. Allez. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde est rentré de la pause. Il y a pas mal de sièges vides quand même, j'ai l'impression. Donc effectivement, moi je suis Jérôme Gomez, le directeur régional de la santé mentale et de l'addictologie chez Korian. Et comme le disait Serge, j'ai le Grand Sud, mais c'est un Sud un peu, en effet, un peu particulier parce qu'il part de Bordeaux pour s'arrêter à côté de Strasbourg. Donc effectivement, c'est un Sud un peu penché sur le côté, quoi. Bref. Donc j'ai 18 établissements en santé mentale et en SSR addictologie, donc sur toute cette région-là. Et l'idée de la table 3 aujourd'hui, c'était de voir comment les établissements de santé pouvaient répondre à un besoin dans le cadre des prises en charge des personnes souffrant de maladies chroniques, mais également de troubles psychiques, au travers des prises en charge et des dispositifs innovants, avec un versant porté plus sur l'ambulatoire que sur l'hospitalisation complète. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs choses qui vont vous être présentées. Une petite vidéo, je crois, oui, en introduction, pour faire comme le même modèle qu'on a vu sur les autres tables. Entre-temps, tu vois, les gens ont quand même eu le temps de venir. Donc là, on regarde le petit film et après, vous attaquez cette table ronde haut de gamme. Bienvenue dans le monde des urgences. Je suis là depuis 35 ans. Il y a 35 ans, on avait 9000 entrées par an. Aujourd'hui, on en a 48 000. Le service s'est étoffé, il a agrandi, heureusement. Mais par contre, on a perdu la moitié d'un étage. Donc on a diminué le nombre de lits. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Pour répondre à un besoin de santé qui n'était pas pourvu sur le territoire de santé de Martigues et de l'ensemble de l'étang de Berre, la clinique Korian Cap-Ferrière a été créée en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le centre hospitalier de Martigues. Par la création de cet établissement, on a pu donc proposer des lits d'aval pour l'hôpital de Martigues, réduire ainsi leur durée de séjour et désengorger le service des urgences. Je suis médecin rééducateur à la clinique Korian Cap-Ferrière. Donc c'est un établissement de 100 lits d'hospitalisation complète qui prend en charge des patients de rééducation locomotrice et de soins de convalescence. Et il y a un hôpital de jour d'une 30aine de lits où on accueille aussi des patients avec des pathologies locomotrices. Avec le centre hospitalier de Martigues, il y a cette relation qui se fait entre eux et nous, et effectivement c'est quelque chose qu'il faut essayer de réaliser dans les autres établissements, effectivement. Ouais. C'est très bien parce qu'on est dans un partenariat efficace. Et ça permet de fluidifier le passage dans les services d'hospitalisation. Dans tous les sens, c'est vertueux. Donc je vais commencer par vous, Madame Lautier, donc la directrice de la clinique de Cap-Ferrière. Donc pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine de cette clinique et les raisons pour lesquelles elle a été installée sur la commune de Martigues? Oui, tout à fait. Donc là, encore une fois, on est sur une histoire de territoire et tout particulièrement de territoire de santé. On a beaucoup parlé des EHPAD et de l'histoire de ces territoires. Et le territoire de santé, qui plus est, a son importance dans la région et dans la ville de Marseille, les territoires de santé ont fait couler beaucoup d'encre dans les années 80-90. On a évoqué la guerre des cliniques et la surdotation donc, dans la ville de Marseille des lits d'hospitalisation. Cette surdotation a été l'objet du premier plan régional de santé, de ce qu'on appelait avant le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale. Et il a été observé qu'effectivement, dans la ville de Marseille, il y avait trop de lits, donc trop d'établissements qui disposaient de lits d'hospitalisation, de soins de suite et de réadaptation. Et que, à contrario, certains territoires étaient complètement oubliés et désertifiés. C'est pour cette raison, comme on l'explique dans le film, qu'avec la mairie de Martigues, qui a soutenu notre projet, avec l'Agence régionale de santé et avec l'hôpital de Martigues, qui a facilité notre installation, nous avons délocalisé notre établissement depuis Marseille
sur ce territoire de l'étang de Berre qui était complètement dépourvu d'offres de soins en réadaptation, rééducation. Entendu, je comprends. Donc, cette création vient un peu répondre à un déficit en SSR sur le territoire de Martigues, en fait. Tout à fait. D'accord. Martigues et ses alentours. D'accord. Et- Avant la création de l'établissement, les patients de l'étang de Berre qui rencontraient des problèmes médicaux aigus, des accidents de la vie ou des accidents de la voie publique, allaient en réadaptation, rééducation, soit sur Marseille, soit Aix-en-Provence, voilà. Aix-en-Provence et Saint-Rémy-de-Provence aussi. On avait pu constater sur un de nos établissements qu'il y avait beaucoup de résidents de la Côte Bleue et de l'étang de Berre. D'accord, donc il y avait une vraie carence d'offres de soins en fait, sur le territoire de Martigues. D'accord. Et dans la vidéo donc qu'on vient de voir, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs justement du partenariat avec le CH de Martigues ? Alors les objectifs avec du partenariat avec le CH de Martigues, c'est vrai qu'on les a énoncés. Oui, c'est réduire les durées de séjour pour que les patients sortent plus vite. C'est éviter qu'ils passent du temps dans les services des urgences, et notamment les personnes âgées. C'est un vrai sujet, l'accueil des personnes âgées dans les services d'urgence, et qu'ils arrivent directement en réadaptation. Cet objectif, on l'a effectivement atteint dès l'ouverture, puisqu'on a eu... on a un suivi régulier avec l'hôpital de Martigues qui démontre qu'on a plus de 30% de nos patients qui viennent du CH de Martigues. Leur durée de séjour ont diminué et notre établissement est également occupé en permanence. Donc on répond à un vrai besoin. Néanmoins, je pense que l'objectif, si on parle de territoire, c'est de parler aussi de ses habitants. Et l'objectif qu'on a bien atteint, c'est de pouvoir répondre à un besoin qui n'était pas pourvu, mais à un besoin humain. Comme je l'ai dit, les patients étaient hospitalisés loin de leur domicile et ne pouvaient pas être accompagnés par leurs proches. On sait qu'aujourd'hui, la présence de la famille, la présence des proches est une partie intégrante du projet de soins, du projet thérapeutique. Et on n'a personne qui témoigne aujourd'hui, mais néanmoins, on a des belles histoires de personnes qui ont été hospitalisées et qui ont pu garder le lien avec leurs proches, et même au quotidien, donc, notamment sur les personnes âgées qui peuvent venir rencontrer leur famille sans se déplacer très loin. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on a effectivement à votre gauche donc Monsieur Dutèche, vous êtes directeur aux affaires sociales de la ville de Martigues. Et vous allez peut-être pouvoir étayer un peu les propos de Madame Lothier. Pouvez-vous nous parler justement de la création de ce SSR sur Martigues et quels sont les enjeux justement les enjeux que vous pouvez mettre en avant, les objectifs avec justement la structure de Martigues, de Cap-Ferrière. Alors, l'origine, deux mots peut-être sur l'ouest étang de Berre, sur l'étang de Berre et l'ouest étang de Berre. L'ARS divise le département des Bouches-du-Rhône en deux zones, la zone nord et la zone sud. Sur la zone sud, on a Marseille, Aix-en-Provence et l'étang de Berre, ouest étang de Berre, et surtout l'ouest étang de Berre, sachant que on a évoqué la mémoire ce matin, en particulier avec des témoignages émouvants donc à la fois sur Marseille et sur les pays d'origine des personnes qui étaient présentes. L'étang de Berre, c'était un désert il y a un demi-siècle, c'est-à-dire c'est la Camargue, la Crau, avec des petits villages. Et la démographie a été exponentielle depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 300 000 habitants à l'ouest de l'étang de Berre, et on a un déficit d'équipements, quels que soient les équipements, et en particulier l'équipement sanitaire. Et la collectivité, donc, il y a quelques temps, donc, avait décidé de s'emparer de ce sujet-là, et de signer avec l'Agence régionale de santé un contrat local de santé. Donc je ne viens pas sur les détails des contrats locaux de santé, donc ça fait référence à un certain nombre d'articles du Code de la santé. Et ce contrat local de santé a démontré effectivement qu'on était énormément carencé en matière de services sanitaires, de services médico-sociaux. Et c'est un territoire sur lequel sont apparus très rapidement, parce que on va dire les tutelles, allez, on va les appeler comme ça, sont aperçues du déficit. Et effectivement, dans le cadre de la contractualisation qu'on avait passée, donc il y a eu énormément d'installations de lits d'EHPAD. Je pense qu'on a dû créer en une quinzaine d'années 400 lits d'EHPAD sur la zone, à peu près, dont celui de Saint-Mitre, qui a été évoqué par le chef cuisinier ce matin.
Donc on reparlera de la chouchouka ensemble s'il veut. Donc sur ce. Il y a un repas qui est prévu après justement. Voilà. Donc. Avec des origines très différentes, c'est-à-dire que la démographie s'est faite par des migrations, des Lorrains, des Pieds Noirs, des gens de l'Afrique du Nord, aujourd'hui du bassin méditerranéen en général, et la nécessité effectivement de répondre très rapidement à des besoins de services. Donc, dans le contrat local de santé qu'on a signé, effectivement, avec l'Agence régionale de santé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, a été évoqué un certain nombre de déficits, dont les lits de soins de suite, avec une question essentielle pour la collectivité locale, c'était les familles qu'on recevait au sein du CIAS et qui nous disaient « mais moi, je ne peux pas aller à Marseille, au fin fond, dans les quartiers sud, parce qu'on a des personnes qui sont... On a une composition sociologique qui est plutôt couche moyenne, inférieure, avec énormément de logements sociaux, c'est-à-dire qui dit ville nouvelle, ça veut dire énormément de logements sociaux sur la zone, donc il y a des populations en précarisé et des couches moyennes plutôt moyennes inférieures à partir de là. Donc des difficultés sociales importantes à résoudre. Et on a eu l'opportunité, donc je reviens à l'historique, de la nécessité pour le groupe donc de réhabiliter 2 établissements sur Marseille, et donc des négociations ont eu lieu, qu'on fait en sorte que les lits de ces 2 établissements soient déplacés sur l'ouest étang-de-Berre, donc et on les a accueillis à Martigues, puisque y compris le foncier a été mis à disposition par le centre hospitalier. Voilà, on a essayé effectivement d'aménager un certain nombre de situations. Élément important, le contrat local de santé, c'est du réseau, la participation des habitants, la création de pôles. En particulier, on a un pôle gérontologique qui est très ancien, qui a aussi une vingtaine d'années, qui a été constitué au départ avec le secteur gériatrique de l'hôpital, mais qui aujourd'hui regroupe un certain nombre de partenaires publics et privés. Donc on va de l'aspect clinique jusqu'au maintien à domicile, les associations de maintien à domicile, avec des actions qui permettent d'accompagner les aidants. Donc je fais un peu, puisqu'on a beaucoup évoqué les questions de gériatrie et de gérontologie, donc c'est aussi un des axes importants de notre contrat local de santé, puisque ce qu'il faut savoir du point de vue sociologique, c'est qu'à l'ouest étang-de-Berre, au regard de la composition démographique, c'est-à-dire des migrants, des salariés qui sont venus travailler sur le golfe de Fos, on va avoir la même composition sociologique et démographique que la ville de Nice, voire pire, c'est-à-dire des plus de 85 ans qui vont représenter pratiquement 30% de la population dans les 20 ans qui viennent. Donc un vrai souci, effectivement, aussi de prospective pour travailler sur ces questions-là. Merci beaucoup pour ces explications. Donc voilà, CAFER est donc la résultante d'un déménagement de deux établissements de santé, afin de répondre à une offre de soins qui était un peu manquante du coup sur la région de Martigues. Merci beaucoup, Monsieur Dutèche et Madame Lautier. On va passer la parole à Anaïs Fellez. Donc on est toujours sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Anaïs Fellez donc est infirmière en pratique avancée sur la clinique Les Trois Tours à la Destrousse. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce nouveau métier d'infirmière en pratique avancée et dans quelle mesure vous améliorez l'accès aux soins et la qualité des parcours des patients ? Bien sûr, donc en effet, l'augmentation des maladies chroniques est une réalité. De plus en plus de patients sont suivis et cette tendance va probablement s'accroître au vu du vieillissement de la population. On sait également que les médecins sont inégalement répartis sur le territoire, ce qui crée des zones sous-dotées et d'autres surdotées, ce qui rend le temps médical d'autant plus précieux que ce qu'il pouvait être. Et justement, de par la situation géographique de notre clinique, qui est située entre Toulon, Aix et Marseille, nous avons développé un pôle de consultation externe, justement pour répondre à ces problématiques. Donc, ce pôle de consultation externe est composé d'un plateau technique dédié, de nombreux spécialistes, et également, nous avons inclus donc, ce nouveau métier qui est la pratique avancée. Donc, finalement, qu'est-ce que la pratique avancée ? Donc, c'est une infirmière diplômée d'État, qui est titulaire de son diplôme de pratique avancée et qui justifie d'au moins 3 années d'exercice temps plein comme infirmière. La formation se passe sur 2 ans, c'est un master qui octroie un niveau Bac+5 en fin de cursus. Et c'est lors de la 2e année que l'infirmière va pouvoir se spécialiser. Donc moi, par exemple, je suis spécialisée en pathologie chronique stabilisée, mais il y a d'autres spécialités comme l'oncohématologie, les pathologies rénales, la santé mentale et les urgences. Donc, vous proposez une prise en charge qu'une infirmière de cursus classique ne peut pas proposer, du coup.
Oui, finalement, le cœur de métier de l'infirmière en pratique avancée, c'est vraiment le suivi du patient centré sur la clinique. Et justement, pour approfondir ses missions, l'infirmière va élargir ses compétences dans le milieu médical. Et pouvez-vous nous parler de vos missions ainsi que de votre implication dans la coordination des parcours des patients BPCO? Peut-être vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ce terme Oui, tout à fait. BPCO, tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc justement, au sein de ce pôle de consultation externe, je suis des patients qui me sont confiés par une des pneumologues de la clinique. Donc je vois surtout des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive et d'asthme. Et du coup, au niveau de mes missions, donc pendant les entretiens avec les patients, je vais recueillir l'anamnèse complète, ainsi que tous les éléments de la qualité de vie du patient et les retentissements de la maladie. Je vais ensuite effectuer un examen clinique où je vais analyser les signes et les symptômes en fonction de mon interprétation des examens paracliniques, que je peux moi-même prescrire d'ailleurs. Et justement, une fois que le projet personnalisé du patient est défini, je vais pouvoir réaliser des actes en autonomie et notamment renouveler des prescriptions en cours et adapter les posologies si besoin. Je suis également formée à repérer des situations d'urgence pour orienter au mieux le patient, que ce soit vers des organismes médicaux, médico-sociaux ou sociaux en fonction de la situation qui se présente. J'ai aussi des missions en termes d'éducation thérapeutique. Si je le juge nécessaire, je peux orienter le patient soit vers un programme d'éducation thérapeutique, soit délivrer moi-même des séances d'éducation thérapeutique. Et finalement, je recherche des organismes, des ressources, des associations pour orienter au mieux le patient, toujours en étant en lien, bien entendu, avec son médecin traitant, les spécialistes et tous les acteurs qui gravitent dans le parcours du patient, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et je dirais que ces missions de coordination ville-hôpital sont vraiment primordiales parce qu'elles permettent d'éviter la perte d'informations, la redondance des soins ainsi que les ruptures de parcours. Et si je devais finir, je dirais que l'infirmière en pratique avancée est une réelle plus-value pour la prise en charge de nos patients parce qu'elle est un interlocuteur privilégié et facilement identifiable pour le patient. Vous avez un éventail très, très, très large dans le cadre de vos missions et de prise en charge. On a l'impression que c'est le mélange un peu de plusieurs métiers, d'infirmière, d'assistante sociale. Voilà, vous pouvez orienter les patients. C'est vraiment... Donc ça, c'est un métier qui est assez récent, je crois, hein, qui est apparu dans le cadre de la loi de modernisation de la santé. Tout à fait, ça date de 2018 en France. Ah, c'est ça. Mmh. Vous êtes plusieurs, je crois, sur la Destrousse à être IPA. Oui, donc moi je suis la première diplômée. J'ai un autre collègue qui va être diplômé en juillet et une autre collègue qui finit sa première année actuellement. Très bien. Donc il y a vraiment du sens à développer ce type de parcours-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors nous accueillons, ils sont venus un petit peu en force aujourd'hui, nous accueillons les équipes de la clinique Le Val du Fenouillet, qui est située donc sur la commune de Lacros dans le Var, c'est à côté d'Hyères, pour ceux qui connaissent. C'est un établissement spécialisé donc, en réhabilitation psychosociale qui propose une prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel. Donc, docteur Mulin, merci de votre présence aujourd'hui. Vous êtes psychiatre donc, à la clinique Le Val du Fenouillet. Vous avez participé également au lancement de l'hôpital de jour sur cette structure. Vous êtes également à l'initiative d'un projet de création d'appartements tremplins qui favorise l'autonomisation et l'inclusion sociale. Pouvez-vous nous présenter justement ces différents dispositifs ambulatoires, leur mission et leur rôle sur le territoire ? Oui, donc merci de nous donner la parole à ce sujet. Moi, déjà, je vais réexpliquer peut-être pour certains en gros en quoi consiste la réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, en fait, c'est une philosophie de soins où l'enjeu dans la dynamique de soins est pas forcément de traiter la maladie en tant que symptôme, enfin, les symptômes de la maladie, mais bien de s'orienter vers le rétablissement fonctionnel. C'est-à-dire que, en gros, on est des catalyseurs de projets de vie. On est là pour, au départ, faire un temps d'évaluation des ressources et des axes d'amélioration éventuels. Ensuite, les personnes qu'on accompagne et qu'on aide élabore un projet, et notre rôle ensuite c'est de rendre ce projet, de faciliter l'accessibilité à ce projet et la réalisation de ce projet. Donc ça concerne le projet de vie, c'est-à-dire les axes de l'autonomie et de l'orientation vers le logement, c'est la formation, c'est le retour au travail en milieu ordinaire ou en milieu adapté. C'est prendre soin de sa santé. Enfin voilà, ce sont différents axes comme ça sur lesquels on va travailler. Et alors,
c'est normalement une prise en soin qui se fait majoritairement en ambulatoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'une personne qu'on va accompagner doit pouvoir avancer dans son projet, elle doit pouvoir avancer dans son projet dans la vie réelle, c'est-à-dire depuis chez elle, avec un accompagnement qui se fait souvent par le biais d'accompagnement d'équipes mobiles. Nous, malheureusement, on n'a pas pu avoir d'équipe mobile pour le moment, malgré les demandes qu'on a faites. Ça ne nous a pas été accordé par les tutelles. Mais je pense qu'on a un rôle, en fait, où on se positionne souvent en amont d'une hospitalisation en service de secteur, souvent dans les services de psychiatrie de l'hôpital public, et où finalement on va être un lieu de transition pour préparer en fait ensuite le retour et la réalisation de ce projet de soins. Donc pour ça, il y a un premier temps qui se fait souvent en hospitalisation complète, qui est le temps où cette évaluation va se faire. L'intérêt de ce temps-là, c'est que c'est un temps où on a la possibilité d'avoir une vraie démarche d'évaluation des ressources et éventuellement d'axes d'amélioration. Et ensuite, on va pouvoir cibler des axes thérapeutiques qui vont être, en fonction des personnes, l'autonomisation, la gestion des émotions, la connaissance de la maladie. Voilà. Donc, on va pouvoir ensuite mettre en place ce travail-là. Quand le projet est élaboré par la personne, ensuite notre rôle, ça va être de l'accompagner d'un point de vue médico-social. Et là, il y a un gros travail de maillage dont parlera peut-être Bérangère après, qui consiste à avoir beaucoup de correspondants finalement vers lesquels s'orienter pour mettre en place des appartements thérapeutiques, pour faire des stages en ESAT, pour essayer d'accompagner les patients avec un job coach vers un retour à l'emploi. Voilà, ce genre d'accompagnement par le biais de la coordination, hein, puisque finalement c'est vraiment ça le maître mot, c'est cette coordination comme ça dans l'accompagnement qui fait la vraie efficacité de cet axe thérapeutique. Et enfin, après, on va pouvoir avancer vers le projet, donc avancer vers la réalisation de stage, et à ce moment-là, on a la possibilité, nous, sur la clinique, de basculer sur de l'hospitalisation de nuit, où en fait les personnes qu'on accompagne sont hospitalisées, rentrent à la clinique en fait pour dormir, continuent à voir les équipes et le médecin de la clinique, mais ont l'opportunité d'aller vers leur activité professionnelle ou vers leur stage en fait pendant la journée et d'avoir leur vie et leur démarche administrative, etc. Enfin, tout peut se faire en fait pendant la journée comme si on n'était pas hospitalisé, mais par contre l'hospitalisation de nuit permet de garder un contact et de continuer un petit peu à peaufiner les choses, donc d'avoir une transition qui se fait un peu mieux. Enfin, donc on a légitimement considéré qu'ensuite il fallait pouvoir continuer à accompagner les personnes qui sortaient et qui du coup allaient habiter chez elles, mais que finalement on ne pouvait pas accompagner par une équipe mobile. Donc on a l'opportunité de proposer de l'hospitalisation de jour, avec la possibilité de continuer à accompagner les personnes. Donc le docteur Gelato, qui est sur cette hospitalisation de jour, avait notamment essayé de mettre en place une journée à l'intention des personnes qui travaillent au sein des ESAT, afin de pouvoir consolider finalement la dynamique de rétablissement, en plus de l'activité du retour à l'activité professionnelle. Et les études scientifiques montrent que finalement le maintien dans l'activité professionnelle est bien meilleur s'il y a également une poursuite de l'accompagnement dans le cadre d'entraînement aux habiletés sociales ou dans le cadre de remédiation cognitive, en fait, en parallèle du retour à l'emploi. L'emploi est un facteur majeur de rétablissement, mais finalement la poursuite de cet accompagnement favorise le maintien à l'emploi et donc est également quelque chose de dynamique. Et enfin, vous m'avez parlé des appartements tremplins. L'idée de ces appartements, en fait, c'est de constituer des appartements qui vont permettre une évaluation vie réelle, en fait, c'est-à-dire d'avoir 2 appartements au sein de la clinique qui seront des appartements où les personnes qu'on accompagnera seront en autonomie totale, mais bénéficiant de la proximité et de la continuité de la dynamique de soins par les équipes de la clinique, en fait. Donc ça permettrait à la fois de faire un travail d'évaluation, de cibler éventuellement des axes spécifiques dans les champs de l'autonomie, par exemple, à retravailler,
On le fait déjà, on fait déjà des évaluations de l'autonomie, on fait déjà de la réautonomisation, on fait déjà du travail avec la réalité virtuelle aussi, hein, dans le cadre du travail d'autonomisation. Mais c'est vrai que là, le vrai enjeu, en fait, ça serait d'être dans une situation vie réelle, ce qui permettrait ensuite de continuer à orienter les personnes qu'on va accompagner vers le logement dans cette perspective d'autonomisation, soit par le biais des appartements thérapeutiques avec lesquels on a des partenaires et avec lesquels on continue de travailler, ou éventuellement par le biais d'un logement autonome. Merci beaucoup pour ces précisions. On voit que c'est une prise en charge qui est très riche et très intéressante et qui permet aux patients de développer leurs compétences et petit à petit de lâcher un peu le monde sanitaire pour avoir déjà un pied vers l'extérieur pour à terme pouvoir sortir définitivement en fait, du circuit sanitaire. Donc c'est vrai que c'est une très belle prise en charge, une très belle mission que vous avez au travers de ces différents types de prise en charge. Ça me permet de rebondir, pas physiquement, hein, mais sur Bérangère Sibylle, qui est juste à côté du docteur Mulin, qui est donc assistante sociale à la clinique le Val du Fenouillet et qui a un rôle très important, un rôle un peu pivot du coup. Hein. Comment concrétisez-vous justement le lien entre les patients et les partenaires sociaux et médico-sociaux locaux ? Bonjour à tous. Mon rôle à moi, en tant qu'assistante sociale dans cet établissement, c'est d'essayer de m'appuyer sur les partenaires existants pour atteindre les objectifs que nous avons pu fixer avec les patients, donc dans l'idée de les aider à concrétiser leur projet de vie tel qu'ils l'ont défini préalablement avec l'équipe qui les encadre à la clinique. Donc l'objectif, c'est de mailler un maximum avec les partenaires existants sur le secteur local, sur le secteur départemental et régional, parce que nous ne sommes pas limités à l'accueil de personnes qui sont résidents sur l'aire toulonnaise, mais nous accueillons tout public, donc nous ne sommes pas sectorisés. L'objectif, c'est vraiment de développer un partenariat avec le plus de structures possibles, donc que ce soit les institutions, les associations, et les partenaires médico-sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment de se connaître, de bien connaître nos partenaires, savoir quelles sont leurs missions exactement et comment ils vont pouvoir répondre aux problématiques des patients que nous accompagnons durant toute la durée de leur séjour. Donc l'idée, c'est effectivement de multiplier les temps d'échange, de partage, de répondre aussi à leurs besoins, puisque en tant qu'association ou établissement parfois d'accueil de personnes handicapées, ils peuvent aussi avoir des besoins. Donc voilà, c'est aller sur place, rencontrer les partenaires, les inviter à venir aussi sur notre structure pour qu'ils connaissent aussi bien nos missions, les profils des patients que nous accueillons pour que les réponses soient les plus adaptées possibles. Et l'idée, c'est évidemment de développer un maximum les possibilités, puisqu'on a autant de patients que de profils différents et de besoins différents. Donc nous accueillons des personnes qui sont parfois dans des parcours d'insertion professionnelle, que ça soit, comme le disait le docteur Mulin, de l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé, avec des établissements et services d'aide par le travail, des entreprises adaptées. Nous accueillons aussi des étudiants qui sont parfois en cours de formation universitaire, qui peuvent être en cours de formation professionnelle adulte. Et puis nous accueillons des personnes qui sont parfois plus lourdement impactées par la maladie et qui ont besoin de structures plus médicalisées. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir développer un maximum de possibilités de réponse. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez une mission qui est très très importante aussi pour l'orientation des patients, pouvoir faire aboutir leur projet, effectivement, que ce soit vers le milieu ordinaire ou le milieu protégé. Et vous le soulignez, effectivement, le Val du Fenouillet est une des seules structures en santé qui propose ce genre de prise en charge, parce que je crois que les patients viennent principalement, il y a une belle partie des patients qui viennent de Marseille et de Nice, donc qui vont jusqu'à Toulon, du coup. Oui, tout à fait. On n'est pas limité non plus à la région. Il nous arrive d'avoir des orientations de région parisienne, de patients qui sont suivis par des structures et qui ont pu trouver une réponse au sein de l'établissement, d'orientation, en tout cas de préparation à des projets. Merci beaucoup. Très belle prise en charge qui est reconnue donc, sur tout le territoire PACA, mais même au-delà, comme vous le soulignez.
Ça permet de rebondir, ça fait 2 fois que je le dis, mais avec Monsieur Bouteuil, qui est un des partenaires de la clinique, justement, hein, donc qui est chargé d'insertion de l'établissement et d'aide et de services d'aide par le travail, hein, donc les fameux ESAT, anciennement CAT, donc le CAT vert, hein, qui est le nom de la structure, et donc qui est partenaire de la clinique du Val-du-Fenouillet, ainsi que 2 patients qu'on reçoit également de la clinique, qui vont venir donc témoigner sur leur parcours de soins. Monsieur Bouteuil, donc, dans le cadre de la coordination des parcours, comme le soulignait un petit peu Madame Sibylle, vous intervenez en aval donc, de la prise en charge de la clinique. Pouvez-vous nous expliquer ce lien et la continuité de la prise en charge que vous proposez ? Oui, tout à fait. Donc, au pôle insertion professionnelle de l'association Espérance Var, nous avons signé une convention de délégation à la MDPH du Var. Habituellement, les mises en situation professionnelle en ESAT sont limitées dans les ESAT à des besoins de recrutement. Et grâce à cette convention avec la MDPH du Var, nous avons élargi les possibilités des MISP à des missions d'évaluation, des missions de professionnalisation, des missions d'accompagnement sur une évolution professionnelle, qu'elle soit au sein d'un ESAT, en entreprise adaptée, dans le milieu ordinaire du travail, on va dire ça ainsi, voire suivre étape par étape ce cheminement-là, avec une professionnalisation sur différents métiers. Donc, à la fois, vous êtes en mesure de proposer donc, un contrat de travail en fait, aux patients, hein, mais également des stages de formation. Des stages de formation, des stages d'évaluation également, afin que les partenaires, suivant notre bilan, puissent retravailler certains points qui seraient nécessaires pour la professionnalisation, pour incorporer le monde du travail. Mais également, ces bilans vont pouvoir servir à la MDPH à travers la commission, la CDAPH, de pouvoir mener des orientations, qu'ils soient en ESAT, en entreprise adaptée ou toute demande qui peut être faite. Donc, vous avez vraiment un rôle très important et prépondérant dans le parcours du patient, du coup, et dans son projet de vie, quoi. Très, très bien. Merci beaucoup. On accueille donc, comme je le disais, donc 2 patients, presque anciens patients, on pourrait dire même, de la clinique Le Val-du-Fenouillet. Donc, il y a Sarah qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc, vous avez récemment donc, signé un contrat de travail, vous, Sarah. Donc, félicitations. Vous allez pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu ça. Et j'avais une question. Comment, justement, la prise en charge de la clinique au Val-du-Fenouillet a permis, justement, cet accompagnement-là? Du coup, comment est-ce qu'elle vous a aidé à sortir un peu de ce circuit un peu d'hospitalisation que vous aviez pendant quelques temps? Comment est-ce que vous avez réussi à mettre un pied à l'extérieur et pouvoir trouver un emploi? Bon, on est zen, Sarah, hein, entre nous, voilà. Oui, non. Tranquille. C'est grâce à l'hospitalisation de nuit. D'accord, donc vous étiez directement en hospice de nuit ou vous êtes passé... Non, en fait, au début, j'étais en hospitalisation complète. D'accord. Pendant 1 an, j'ai essayé de me stabiliser au niveau de mes humeurs. Et ensuite, après avoir eu énormément d'entretiens avec le psychiatre, je me suis orientée vers la mission locale. Et ensuite, à l'école de la Deuxième Chance, c'est une école qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Quand j'y suis allée, ils m'ont aidée à trouver mon projet professionnel. Et du coup, juste ensuite, grâce à la clinique, j'ai pu basculer en hospitalisation de nuit. C'est-à-dire que le soir, je rentrais dormir à la clinique et je parlais avec les soignants de ma journée, comment ça s'était passé, les angoisses que j'ai pu trouver et quelles solutions je pouvais avoir dans ma journée quand ça allait pas. Et la journée, j'allais à l'école. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ça m'a permis de valider 2 diplômes, tout en étant hospitalisée à la clinique, jusqu'à du coup que j'ai pu signer mon contrat en avril en tant que formatrice au sein de l'école de la Deuxième Chance. Et du coup, ça fait 3 semaines que je suis plus à la clinique, mais en hôpital de jour du Val-du-Fenouillet aussi. Bravo, bravo. Vous avez un beau... Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Hein, c'est une belle réussite. Et ce qui est intéressant chez Sarah, c'est vous êtes passé, si on peut dire, dans les différentes étapes, quoi. Vous êtes rentré en hospice complète, où on vous a aidé un petit peu à vous stabiliser, à développer un peu vos compétences. Après, en hospice de nuit,
Ce qui a permis déjà d'avoir un pied à l'extérieur, de partir en journée, d'avoir la mission locale et revenir le soir. Donc ça a bien aidé, je pense, pour concrétiser votre projet. C'est ça. Et dernièrement, vous avez signé un CDI, mais pour pas qu'il y ait une chute CDD. un peu trop... Un CDD? Oui, parce que après je vais rentrer en bac plus 2, donc. Ah bah, très bien, ouais, vous avez... Très très beau projet, ouais, bravo. Ouais. Donc du coup, là, vous êtes sur l'hôpital de jour pour éviter qu'il y ait une cassure un peu trop brutale de la prise en charge. Je pense que c'est ça, pour vous aider un peu à vous accompagner et aller jusqu'au bout de votre projet de vie. C'est ça. Donc c'est un grand bravo, hein. C'est un super témoignage que vous nous faites là. Hein. Merci beaucoup, Sarah. Je passe la parole à Romain, donc, qui est également patient sur la clinique Le Val du Fenouillet. Donc vous avez signé un contrat de travail, je crois, avec les ATLE CAT-VER. Oui, tout à fait. Et vous êtes cependant toujours hospitalisé donc, la nuit, donc, du coup, sur la clinique Le Val du Fenouillet. Ok. Et pouvez-vous nous expliquer comment la coordination entre les deux structures s'organise-t-elle et quel est le bénéfice pour vous? Comment ça se passe une semaine un petit peu type? Comment vous êtes organisé entre les AT, le split de nuit? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette bénéfique, pour venir consolider votre projet de vie? Je sais pas comment... J'ai pas l'habitude. Comment ça se passe? Vous avez signé votre contrat depuis combien de temps avec les AT? Depuis le mois de février. Et avant, donc, vous étiez en hospice complète sur la structure? Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord. Donc ça rejoint un petit peu aussi le parcours de Sarah, en ce sens que vous êtes passé de l'hospice complète, c'est ça, sur l'hospice de nuit, avec en parallèle de ça, vous avez pu signer un contrat donc, sur les AT, le CAT-VER. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Eh ben, c'est super. Oui. Bravo. On peut l'applaudir. Merci. Eh ben, merci à tous pour ces témoignages. Oui, Sarah. Je voulais juste dire Prenez le micro, je vous en prie. parce qu'en fait, c'est grâce à Madame Sibylle, parce que je ne l'ai pas souligné, parce qu'en gros, si elle n'était pas là, Madame Sibylle, on ne pouvait pas faire tout ça. Parce qu'en gros, c'est l'assistante sociale de la clinique, mais c'est celle qui a toujours été là matin. Bon, midi, elle mange, mais le soir, elle n'est pas là. Mais... Oui. Mais à n'importe quelle heure de la journée, si on avait des difficultés ou même des angoisses, malgré qu'elle soit elle est assistante sociale, mais elle jouait aussi un rôle de psychologue et d'infirmière, et tous les rôles de la clinique, elle le jouait. Donc non, mais c'est vrai. On peut applaudir Bérangère Sibylle, assistante sociale du Val de Fenouillet. Merci à tous en tout cas pour le partage de ces expériences et la présentation de ces différents dispositifs qui facilitent justement la coordination des soins et le parcours de soins des patients. Serge, où est-il? Il est là. Tu veux reprendre la main peut-être pour un jeu éventuel de questions-réponses avec la salle? Tellement de choses ont été dites et c'était tellement beau. Merci à vous tous. Donc on sait maintenant qu'assistante sociale, c'est en même temps infirmière. On a quand même le droit de manger, mais on peut aussi manger avec d'autres personnes, et ainsi de suite. On est quand même sur un exemple assez rare. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Depuis hier, j'ai demandé, à chaque fois on me dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça confirme qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une vingtaine dans le sanitaire. Une vingtaine, d'accord. Donc... Il n'y en a plus dans le champ du médico-social, en fait, ce genre de structure-là. On retrouve plus dans le champ du médico-social. En sanitaire, comme le Val du Fenouillet, il y en a une grosse vingtaine sur le territoire français. D'accord. Oui, donc et sans doute qu'il en faudrait un paquet de plus. Hein. Si j'en juge par l'effet aussi que ça a, on se dit que ça serait quand même une belle... J'entendais aussi, derrière moi, je ne les dénoncerai pas, mais des personnes qui ont découvert qu'on pouvait être infirmière de pratique avancée. Ah bon, c'est un nouveau métier, tu savais, toi? Voilà, donc il y a aussi les choses... c'est intéressant aussi de se dire que, bah oui, le monde bouge, le monde évolue. C'est aussi ça qui est intéressant. Ce qu'on voyait bien aussi, d'ailleurs, je trouve que les deux cas sont intéressants. C'est aussi comment, finalement, il y a un métier, ok, il y a un statut, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ce métier, qu'est-ce qu'on fait de ce statut? Évidemment, avec le même métier, le même statut, on peut en faire plein de choses. Il y a aussi toutes les complémentarités, le fait aussi de pouvoir progresser, comme vous, hein, vous avez passé en bac plus 2, ainsi de suite. Il y a aussi ces éléments-là, c'est ces notions de progression, de changement et autres. Nos sociétés, elles doivent aussi s'habituer à ça, à mieux accompagner les personnes qui ont envie, tout simplement, qui ont envie ou qui ont besoin d'évoluer. Puis il y a aussi le fait, je crois que peut-être qu'un des mots, là, en vous écoutant, je me disais qu'un des mots les plus forts, c'était la notion de coopération entre vous. On l'a bien vu avec tous les exemples. Il faut se parler
Il faut se parler, il faut échanger, il faut voir comment on peut faire ensemble, ainsi de suite. On l'a vu pour le cas de Martigues, où finalement, avec l'histoire de Marseille, avec le fait qu'il y a des besoins nouveaux, vous nous avez expliqué. Je ne sais pas combien il y avait de personnes il y a 50 ans, là j'ai retenu que maintenant il y en avait 300 000, mais je ne sais pas s'il y en avait 10 000, s'il y en avait 30 000. Il doit y avoir 20 000 personnes. Voilà, on passe de 20 000 à 300 000, c'est quand même pas rien. Voilà, donc en effet, comment... mais partout, enfin, faut toujours rappeler, hein, en 1945, il y avait 41 millions de personnes en France. Il y en a à peu près 69 millions aujourd'hui. Donc faut aussi, la société, elle doit aussi bouger parce que démographiquement, elle bouge. Et puis après, il y a aussi la question des âges ou des différentes fragilités. Mais tous les exemples que vous avez montrés, c'était ça. À travers ces problématiques-là, c'était derrière comment on essaie de bouger et comment finalement, entre nos évolutions à nous, qui peuvent être très très rapides, et des évolutions normatives du système de construction et autres, qui peuvent être beaucoup plus longues. Donc il y a aussi une course un petit peu entre les rythmes qui peuvent être très très différents. Je crois que c'est aussi un des éléments qu'on a pu apprendre de cette troisième table ronde. Alors, on va peut-être juste pour finir, d'abord, je crois que toute l'équipe de la Fondation, Dricia, Marianne, serait d'accord pour dire que c'est un super boulot fait avec les équipes de Marseille et des alentours et des environs et du sud et de la Provence. Je ne sais pas quel nom il faut utiliser. Moi, j'aime bien Provence, mais c'est peut-être un côté, je sais pas, bon, parisien. On ne sait pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. Hier, on est venu avec vous et je dois dire aussi que c'est sympa quand on ressent de l'envie. C'est intéressant le mot envie d'ailleurs, envie, ainsi de suite. Hein. Mais il y a aussi, je me souviens d'ailleurs d'une auxiliaire de vie qui m'a dit, moi, je suis une auxiliaire d'envie. C'est joli aussi comme élément. Et hier, il y avait ça, on sentait qu'il y avait une envie de transmettre, une envie de partager, une envie de discuter, et même de l'humour, ce qui est très très bon pour la santé. Enfin, on oublie de le dire. Donc, un, c'était vous remercier par rapport à ça. Deux, de dire que cette matinée divisée en trois éléments, on a voulu à la fois traiter des enjeux autour du vieillissement, mais aussi d'autres problématiques. On a parlé entre autres de santé mentale. Ce qu'on a montré aussi, c'est toutes ces coopérations. Tout se fait à partir, encore une fois, du fil bleu du territoire. Et là, je l'ai encore revu et réentendu. Les territoires, ils sont complètement hétérogènes, et il y a même des chances qu'ils le soient de plus en plus. Les besoins, ils sont aussi hétérogènes. J'utilise le terme besoin. Mais ce qu'on a bien vu aussi pendant ces trois tables rondes, c'est qu'évidemment, il faut répondre aux besoins, mais il faut aussi un petit peu écouter les désirs. Et donc, c'est aussi toutes ces problématiques-là. Un être humain, il n'est pas fait que de besoins. Alors, tout le monde connaît, a fait quelques études, la pyramide de Maslow, ainsi de suite. Il y a des besoins. OK. Mais à un moment donné, les besoins, ça ne suffit pas. Ça ne remplit pas une vie. Les besoins, après, c'est comment on répond à un certain nombre de désirs dans un cadre, et ainsi de suite. Mais voilà. Et donc, on était là aussi à entendre ça. Comment on écoute les désirs, les envies d'une personne très âgée, par exemple. Comment on écoute les besoins et les désirs de personnes beaucoup plus jeunes, mais qui ont d'autres problématiques. On a été aussi beaucoup là-dedans. Et le troisième élément, c'est comment on écoute aussi les besoins et désirs des gens qui travaillent dans le secteur, les travailleurs du care, qui eux-mêmes ont leur propre fragilité, comment on les accompagne, comment on les écoute, comment on les aide aussi à avancer. Finalement, on a touché tous ces éléments-là. Et à chaque fois, l'élément majeur, l'élément central, c'était on a les pieds dans la glaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un endroit, on est sur un terrain. Ce que vous avez expliqué de votre région, je ne sais pas si j'ai le droit de dire région, enfin du coup, là où vous êtes, c'est ça aussi. Ça bouge, ça évolue, les envies, les besoins ne sont pas les mêmes. Et comment aussi, parfois, on fait des compromis, comment on discute, comment on essaie de trouver la bonne solution. La bonne solution, c'est déjà de trouver quelque chose et d'avancer, en sachant que tout n'est pas merveilleux, ainsi de suite. Et je trouvais qu'à chaque fois, dans les trois tables rondes, il y a eu aussi une certaine modestie de l'action. Il y a toujours, je crois qu'elle n'est plus là, mais je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui disent « il n'y a qu'à faire ». C'est simple, il faut faire comme ça. Et puis il faut rajouter des chiffres. Ainsi de suite. Si, vous êtes là. On avait échangé tout à l'heure. Voilà. Et je disais, si je schématise, mais évidemment, il y a deux manières d'être. Il y a ceux qui restent assis, tranquilles dans un coin, en disant « c'est comme ça qu'il faut faire ». Oh, puis ils sont nuls de ne pas l'avoir fait. Mais surtout, on n'y va pas. Et puis il y a ceux qui se mettent les mains dans la glaise, les mains là où il faut, et puis qui essayent d'avancer. Et quand ils avancent, il y a toujours des gens qui vont leur dire « non, c'est pas bien ce que tu as fait. Oh, c'est nul, moi j'aurais fait mieux ». Oui, vas-y. Hein. Donc à un moment donné, et je trouvais aussi qu'à chaque fois, on était dans quelque chose de très opérationnel. Chacun, à nos niveaux, on joue aussi un rôle. Et la pire des choses, c'est de se dire « non, mais tu comprends, moi ça sert à rien ». Vous savez, c'est comme sur l'écologie. Souvent on l'entend, mais quoi que ça sert, si moi je range un peu, si mes cigarettes, je les mets dans un cendrier, regarde tous les gens qui les jettent par terre. Ben oui, mais si chacun déjà fait un premier pas, finalement, un premier pas fois 10 milliards, ça a déjà des effets. Finalement, c'est de se dire aussi qu'à tous les niveaux où nous sommes, c'est trop facile de dire « non, mais je peux rien faire parce que tu as vu le bordel que c'est ». Oui, c'est le bordel,
Mais si chacun se dit c'est bordel, on a toutes les chances que ça continue avec le bordel. En revanche, si chacun se dit j'ai ma petite ou ma grande responsabilité et je peux faire avancer les choses. D'une certaine manière, j'accepte aussi alors, un grand théoricien de l'anarchie. Dans les anarchistes, il y a un peu de tout. Il y a des anarchistes qu'on appelait les anarchistes démocrates. Il y en avait un qui s'appelait Kropotkin et qui a écrit un livre qui s'appelle L'entraide. Et il montrait que, finalement, une société, en s'entraidant, alors pour lui, si la société s'entraide, elle n'a même plus besoin de chef là-haut et tout. Alors il faut aussi que les gens en aient envie. Mais ce qu'il montrait, c'est que cette entraide, en fin de compte, on se fait plaisir. Et ce qu'on a vu avec vous, c'est aussi que vous vous faites plaisir. Vous n'êtes pas forcé ni de venir là, mais ni de faire le boulot. Quand vous disiez, bah, voilà, même au moment de déjeuner, on l'a laissé déjeuner, mais sinon elle était toujours présente, elle ne se force pas à le faire. Vous le faisiez parce que vous en aviez envie, ça vous fait aussi du bien. Et je crois que c'est aussi important de se dire, ce qu'on a écouté, et on est tous un peu dans la même situation, c'est on le fait aussi parce que ça nous fait du bien, on le fait aussi parce qu'on en a envie, et on le fait aussi parce que, je vais dire un gros mot, parce qu'on y trouve du sens. Et tout ce matin, je trouve que c'était une réponse au sens et à la quête de sens. Et le sens, c'est aussi se dire le matin, au fait, pourquoi je suis là ? Je suis arrivé un peu par hasard dans la vie, j'y suis pour rien, mais en revanche, une fois que j'y suis, qu'est-ce que j'en fais ? Et chacun, vous avez montré, là par exemple, cette table ronde, mais les 3 tables rondes séparées, on a vu, chacun avait trouvé du sens à sa vie. Et ça, c'est la meilleure... c'est le meilleur des médicaments, et de très 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 loin. On a parlé un peu médecine complémentaire et ainsi de suite. Voilà, c'est le meilleur des médicaments, mais c'est aussi la meilleure façon de l'espérance de vie, de vivre plus longtemps, tout ça, de se dire ça a du sens. Et toute cette matinée, je trouve, était sous la lumière du sens. Et ça, chapeau et merci. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vous propose qu'on s'applaudisse tous. Et puis maintenant, on va aller manger. Voilà. Et là, les chefs nous ont fait... on a dégusté déjà tout à l'heure, mais là, on va continuer. Et là, maintenant, on est tranquille, on discute, il y a des stands à aller regarder. Je voulais remercier tout le monde. Vous êtes là, déjà prêts à aller manger, mais on se retrouve le 21 octobre à Anglette. Anglette, c'est du côté de Biarritz et autres, du Pays Basque. Voilà, et c'est sympa aussi. Et il y a d'ailleurs de l'excellent chocolat. Voilà, salut, à la prochaine et merci encore.